Dans le monde militaire, on parle de plus en plus de défense intelligente, d'armes autonomes, mais qu'en est-il exactement de l'usage de l'IA et des nouvelles technologies dans le domaine militaire? On en parle aujourd'hui avec le capitaine de vaisseau Xavier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes officier de cohérence du numérique et chef du bureau numérique de la Marine, particulièrement en charge du déploiement des architectures numériques et de l'intelligence artificielle au sein de la Marine dans le cadre du projet structurant baptisé Signal. Vous pouvez nous en dire un mot rapidement, Signal? Oui, Signal, c'est la supériorité informationnelle pour la guerre navale. Donc c'est tout le projet de la Marine pour structurer nos systèmes autour de la donnée et donc qui est la matière première pour l'intelligence artificielle. Voilà, donc beaucoup de défis dans ce domaine. Bienvenue commandant. Merci. Avec vous sur ce débat, Jean-Pierre Molny, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, autrement connu sous le terme IRIS, responsable des études liées aux questions de la défense, à l'Europe de la défense, à l'OTAN, l'industrie de l'armement, aux ventes d'armes. Vous dirigez aussi Ares Group, qui est un réseau de chercheurs européens spécialisés sur les questions d'industrie de défense. Alors, ma première question, ça va être sur la conscience politique de l'importance de l'IA aujourd'hui dans ce domaine militaire, puisqu'on a la France qui a inscrit dans la loi de programmation militaire 2024-2030 cette nécessité de maîtriser cette technologie aux côtés de systèmes autonomes et de calcul quantique. Vous diriez quoi, Jean-Pierre Molny, qu'il y a une conscience qui a été rapide, précoce, progressive, lente? Comment vous la qualifieriez au niveau politique? La conscience, elle est quand même relativement récente, de manière générale dans la société et dans le domaine militaire. Quand je dis récente, c'est une dizaine d'années, disons. Oui. Dizaine d'années, c'est au moment où il y a eu le rapport Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est 2018, son rapport. Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, il y a véritablement une prise de conscience de la société. Maintenant, un militaire, si je puis dire, il y a longtemps qui sait à peu près ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je vous dirais un joueur de jeux vidéo aussi, oui. Parce que l'IA, c'est un peu la base dans les jeux vidéo, donc on sait quand même ce que c'est. Simplement, ça a été vraiment pris en charge au niveau politique depuis on va dire, entre 5 et 10 ans. Ça correspond aussi au moment au ministère des Armées où il y a la création de l'Agence d'innovation de défense. Puisqu'on dit tout de suite, on va mettre 100 millions d'euros sur l'IA. Alors, c'est ce que je veux dire. Comment ça se concrétise dans les faits? Donc, ça veut dire des budgets, de l'investissement, la création d'une agence et des projets peut-être spécifiques aussi, commandant? Alors, déjà en termes d'organisation, il y a effectivement l'Agence de l'innovation de défense qui a été créée. Et puis plus récemment, l'année dernière, le ministre a créé l'Agence ministérielle pour l'IA de défense. AMIAD. Voilà, l'AMIAD, qui est basée à Rennes. Et donc, ça, c'est la partie structurante. Après, dans les projets, alors effectivement, ça fait quelques années déjà qu'on explore un certain nombre de choses dans les forces, que ce soit sur les bateaux, dans les avions de chasse, sur les théâtres terrestres. Alors, ça va être des choses qu'on arrive assez bien à comprendre quand on utilise des outils civils type de la reconnaissance d'image. Simplement, après, il y a des spécificités liées au milieu militaire. C'est pas la même chose de repérer un chat dans une photo ou une voiture que de repérer un drone ou un avion de chasse. Quelle est la spécificité? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est juste une question de données entrantes. Qu'est-ce qu'on va apprendre au logiciel à reconnaître? C'est pas uniquement ça le problème? C'est essentiellement ça la difficulté. C'est la capacité à avoir des jeux de données représentatifs. Vous avez des millions de photos de chats. Suffisamment de données finalement disponibles. Vous avez des millions de photos de chats. Vous n'avez pas des millions de photos de chats ou de drones iraniens ou chinois ou russes. Et donc arriver à maîtriser ces données fiables, bien annotées, et d'être capable d'éduquer, d'entraîner les IA avec ces données-là. C'est ça aujourd'hui la difficulté essentielle pour l'IA militaire. Alors, aujourd'hui, j'imagine que les armées françaises travaillent sur l'intelligence artificielle pratiquement au quotidien. Est-ce que c'est un outil qui est encore en expérimentation et dont on attend encore les preuves, ou est-ce que vous diriez que c'est vraiment opérationnel? Non, c'est déjà opérationnel dans certaines petites briques. Après, il y a encore beaucoup de projets en expérimentation et en devenir, mais il y a déjà des petites briques d'IA qui sont intégrées dans les systèmes. Après, une autre particularité, c'est que quand on engage des armes qui peuvent conduire à détruire des adversaires,
on doit être certain de ce qu'on utilise. Et donc, quelle est la dose d'autonomie qu'on donne au système, à quel moment l'homme confirme, reprend la main, etc. Pardon, c'est ça aussi un des aspects de l'IA militaire. Parce qu'on a le sentiment que justement le domaine militaire permet de faire progresser souvent l'innovation, les technologies, parce qu'on met de l'investissement aussi important. Ce sont des domaines régaliens. Mais j'imagine que c'est aussi un domaine où on fait encore plus attention justement à l'usage de ces technologies. Il y a énormément d'inquiétudes. Quelles sont les limites que vous verriez, vous, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire ? Qu'est-ce qu'on n'ira pas faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Les limites, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de cible, il ne faut pas se tromper de reconnaissance. Donc il y a une exigence en termes de certification qui est bien plus forte que dans le domaine civil. Après, la techno, c'est la même techno de base que dans le domaine civil, puisque c'est des données et des algorithmes. Oui. L'autre chose, c'est que ça progresse avec le temps. C'est une techno qui progresse petit à petit. Plus on a de données, plus on progresse sur les algorithmes, plus on progresse sur les supercalculateurs. Là, avant de venir, la différence peut-être entre le monde civil et le monde militaire, avant de venir, j'écoutais France Culture. L'iPhone 16, visiblement, il y a eu de grosses erreurs, puisqu'il disait que Raphaël Nadal avait fait son coming out. Donc là, l'IA, c'est... Alors là, c'est le problème des IA génératives. Voilà, oui. C'est ça. Donc, ce sont que des statistiques, finalement. Effectivement. Donc ce qui est sûr, c'est que, et vous me le confirmerez, c'est qu'on reste sur un système en France où on a toujours l'homme dans la boucle au dernier moment pour prendre la décision. Ce qui ne veut pas dire que l'IA ne va pas faire du traitement avant de prendre cette décision. Je vais donner un exemple. Quand, au début des années 2000, pour le Rafale, l'avion de combat, on s'est aperçu que le pilote, quand on est passé au Rafale, qu'avec des capacités air-sol, que le pilote ne pouvait plus tout faire. Donc à ce moment-là, on a dit qu'il y aura deux hommes dans le Rafale. On a commencé à construire des Rafales avec deux pilotes. Maintenant, on peut passer à un. On peut passer à un parce que l'IA va justement suppléer le pilote et pouvoir traiter les informations qu'on avait déléguées au copilote. Donc on est bien dans ce système où on progresse petit à petit. Comme avec les voitures autonomes, finalement. Hein. Exactement. Voilà. Comment aujourd'hui on s'empare de cette technologie très concrètement, de manière opérationnelle ? Sur quoi vous travaillez ? C'est un outil pour l'information, pour la maintenance ? Un peu de tout. Si on prend le domaine opérationnel du combat, vous allez utiliser de l'IA avec de la reconnaissance d'image, on en parlait tout à l'heure, mais ça va être aussi de l'aide à la décision dans des environnements complexes. J'ai quitté un commandement de frégate l'été dernier. J'étais en mer Rouge au printemps dernier, dans l'environnement d'attaque du trafic commercial par les drones et les missiles outils. Là, vous avez une quantité d'informations qui arrivent au niveau des opérateurs sur le bateau qui est juste colossale. Et donc, pour arriver à ne pas se tromper, on utilise de l'IA pour essayer d'aider l'opérateur, le décharger d'une certaine charge cognitive pour qu'ensuite il concentre son attention et son expertise sur justement les tâches à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire est-ce que j'engage ou pas, est-ce que je confirme un engagement ou alors je retiens le feu parce que c'est pas... Voilà. Les Américains, c'était dans la presse il y a pas si longtemps, ont abattu un de leurs propres avions de chasse qui décollait d'un porte-avions. On voit bien que dans des environnements extrêmement complexes comme ça, avoir de l'aide à la décision, c'est fondamental. Et ça, pour ça, l'IA est très utile. Donc, reconnaissance d'image. Dans un autre domaine, vous allez pouvoir utiliser de la reconnaissance acoustique. Vous avez sans doute vu le film Le Chant du Loup, ou avec les oreilles d'or. Donc, analyser des sons dans l'eau, vous avez énormément de bruit par l'activité biologique, le bruit ambiant de toute l'activité maritime. Faire le tri là-dedans, vous pouvez utiliser de l'IA pour faire un premier tri, un premier filtre. Et ensuite, l'oreille d'or va concentrer son énergie et son expertise sur la reconnaissance fine, et il va se décharger de toute la partie de tâches un petit peu moins noble. Voilà. Donc vous avez ce genre d'usage. Et après, dans des domaines plus logistiques, maintenance, etc., mais là, ce n'est pas spécifique aux militaires, mais la maintenance prédictive, évidemment, sur des avions de chasse, des Rafales, sur des bateaux, c'est extrêmement précis et utile de pouvoir
avoir des petits signaux faibles d'un moteur qui commence à dérailler, à avoir des petites difficultés et d'anticiper pour ne pas avoir une avarie et retirer un bateau ou un avion de ligne. Et toute la partie, j'ai envie de dire, guerre de l'information. Parce que j'avais reçu François Bernard Huiche de l'IRIS, qui nous disait, avec le numérique et les réseaux sociaux, finalement, la guerre en Ukraine, c'est la première racontée par les bombardés. Il avait dit ça dans une de mes émissions Smart Tech. C'est aussi un enjeu aujourd'hui d'utiliser l'IA pour écouter l'information et peut-être aussi la fabriquer. Alors oui, dans le domaine de l'influence, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les armées, il y a évidemment là aussi la bataille du glaive et du bouclier, enfin l'équilibre entre le glaive et le bouclier. Et donc à la fois utiliser de l'IA pour aller saturer l'adversaire avec des informations qui peuvent être fausses et donc perturber sa perception du théâtre. Et à l'inverse, nous, mettre en place des outils, et notamment avec de l'IA, pour faire le tri, essayer de détecter les fausses informations, faire le tri dans la masse d'informations pour avoir une meilleure perception là aussi de ce qui se passe. Ça fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez. Ça demande des budgets colossaux, j'imagine, tous ces investissements. Ça demande des budgets et on en parlait avant d'entrer sur le plateau. Ça demande aussi de la formation sur la question sur la question de l'information, des informations. Parce qu'effectivement, on peut faire du traitement. Le traitement, ça va permettre d'alerter, notamment sur les mauvaises informations ou sur la désinformation. Mais c'est quelque chose dont il faudrait que tous les citoyens s'emparent. Véritablement les former justement sur le sujet de l'esprit critique. Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin là, on en parle vraiment comme d'une arme de guerre. Je vous pose la question des budgets, c'est aussi savoir quel est notre niveau d'autonomie stratégique sur ces nouvelles technologies. Parce que moi, quand je parle du numérique, clairement, le niveau d'autonomie que je vois, il est proche de zéro. C'est-à-dire que les données massivement viennent quand même des grands centres d'entraînement qui sont tenus par des entreprises américaines. Les hébergements eux-mêmes sont tenus par des Américains. Les IA qu'on utilise au quotidien, de même. Qu'est-ce qu'il en est dans le domaine militaire? En matière de souveraineté, c'est un sujet majeur. Alors, pour ce qui est des données, il est évident que quand on utilise sur un système d'armes une intelligence artificielle, on doit absolument maîtriser les données qu'on met dedans. Donc on va pas utiliser un modèle qui a été entraîné dans une grande ferme de données aux États-Unis ou ailleurs. On va justement, et c'est un des intérêts de l'AMIAD qui a été créé, mais de tous les efforts qu'on fait depuis quelques années dans ce domaine, c'est de générer des jeux de données qui sont fiables, annotés par des experts et avec lesquels on va pouvoir entraîner les IA. Sur nos supercalculateurs. Sur nos calculateurs et dans nos bases de données. Ouais. Et donc la technologie en elle-même, elle peut être civile, mais en revanche, ce qu'on en fait et les données qu'on met dedans et la maîtrise qu'on a de ces jeux de données et pour les utiliser, ça, on doit le maîtriser absolument. Alors, il y a une prise de conscience sur le sujet, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Oui. Quand on regarde notamment les projets qui sont financés au niveau européen par le Fonds européen de défense, vous en avez un certain nombre qui concernent l'intelligence artificielle. Donc il y a véritablement un effort qui est fait pour effectivement arriver à plus d'autonomie stratégique, parce qu'il est évident que c'est un domaine clé à ce niveau-là. Et pour le coup, je pense que la prise de conscience est globale au niveau européen. Et elle est partagée. Au salon Euronaval, j'ai vu que la DGA avait présenté un prototype de drone de combat sous-marin de 10 tonnes. Et j'ai noté le terme qui avait été employé, qu'un des enjeux, c'est d'avoir finalement des drones à l'autonomie décisionnelle contrôlée. C'est ça aujourd'hui la limite qu'on laisse à la technologie et à l'IA dans le domaine militaire? Aujourd'hui, dans les armées françaises, après, dans d'autres pays, la réalité peut être différente, mais dans les armées françaises, la limite qu'on se fixe, c'est qu'il y a toujours un homme à la fin pour la décision d'engagement de l'arme. Il peut y avoir une autonomie dans plein de domaines, dans la recherche, dans le renseignement, dans l'analyse de plein de choses. En revanche, dès lors qu'il y a un engagement d'armes, il y a un homme qui reste présent. Donc, la notion de munition rôdeuse, on commence à travailler sur ces questions-là. Donc ça permet d'amener une munition proche de la zone où on veut produire un effet militaire. En revanche, la décision d'engager cette munition, il y aura, en tout cas c'est notre doctrine actuelle, toujours un homme qui appuiera sur le bouton. Et alors vous êtes d'accord pour dire que l'IA va révolutionner la manière dont on va faire la guerre demain, ou l'éviter d'ailleurs?
Oui, parce que les phénomènes de dronisation, les phénomènes de données de masse qui saturent les théâtres, etc., sans IA, on n'y arrivera pas. Ouais. Et pour nous, l'IA, c'est conserver cette autonomie de décision déjà, et ce préavis, donc garder un préavis de perception, de compréhension de la situation, pour avoir ce petit préavis sur l'adversaire. Et ça, sans IA, il est probable qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'il y a un autre élément sur l'IA qui est important, c'est que comme vous avez toute cette préparation, j'ai envie de dire, de digestion des données, tout ça se fait très rapidement avec l'IA, donc vous pouvez avoir une accélération du rythme des opérations. Or, accélérer le rythme des opérations, c'est aussi avoir la supériorité sur l'adversaire. Et, oui. Et comme tout le monde accélère, il ne faut pas être les derniers dans la course. Merci. Oui. Une particularité sur l'IA dans le domaine de défense, c'est que, contrairement aux véhicules autonomes, on n'est pas dans un environnement de réseau civil complètement maillé. On peut se retrouver dans des endroits où il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. Et donc vous pouvez être amené à avoir un outil qui qui n'est connecté à plus rien. Donc il faut être capable aussi de travailler sans réseau. Et ça, finalement capable aussi de maîtriser la low-tech. C'est ce qu'on appelle le back to the ITs, être capable de travailler avec de l'IA complètement connectée et en même temps d'être capable de tout couper pour le faire sans ces réseaux. Merci beaucoup, commandant, capitaine de vaisseau Xavier, officier de cohérence du numérique et chef du bureau numérique de la Marine. Et merci Jean-Pierre Molny, directeur adjoint à l'IRIS.